Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Après avoir elle-même contracté un mariage malheureux, Dorothée Casaubon, veuve depuis 2 ans, s'est apitoyée sur le drame conjugal du docteur Lydgate que la rumeur publique accuse de complicité dans une affaire aussi obscure que sordide. Elle a promis à Lydgate de faire une visite à sa femme pour tenter de le disculper auprès d'elle. Ce faisant, elle a rencontré Will Ladislav, en train de consoler Rosemonde Lydgate. Dorothée découvre du même coup l'amour et le mépris. Je croyais en lui. Et qu'il m'aimait. Et pendant ce temps-là, avec Mrs. Lydgate. Ô jeune femme qui ouvre tes rideaux sur l'aurore, le cœur meurtri de la veille, vois, un homme passe déjà sur la route, chargé d'un fardeau, dans le petit matin, et une femme avec son enfant sur les bras, le berger et son chien. Pour toi, le monde est couleur de perles, et le chagrin ne rend pas honteuse la nécessité. Mais de l'autre côté de ces grilles qui ferment ton domaine, nombreux sont les hommes qui s'éveillent d'un mauvais sommeil pour travailler, pour endurer. Et là-bas, dans la maison de Lydgate, tout est noirceur et tristesse aussi. Allons, il ne faut pas trop t'apitoyer sur toi-même. Oh, quoi, madame, vous ne vous êtes pas couchée de la nuit? Oh, vous êtes toute pâle. Vous vous tuerez, c'est sûr. Comme si vous n'aviez pas le droit, maintenant, de vous accorder un peu de bon temps. Rassurez-vous, tante Rip, je ne suis pas malade. Je voudrais une tasse de café le plus tôt possible. Je dois aller à Middlemarch. Bon, alors, je fais atteler. Non, j'irai à pied. Et aussi, vous m'apporterez ma nouvelle robe et mon nouveau chapeau. Oh, enfin, madame va quitter ses vêtements de deuil. Oh, ça n'est pas trop tôt. Quel plaisir j'aurais à vous voir débarrasser de tout ce crêpe. Oh, le deuil, je l'ai toujours dit, il faut le porter avec mesure. Pour une seconde année, 3 plis de crêpe au bas de la jupe et un simple rucher au chapeau. Ah, si quelqu'un a jamais ressemblé à un ange, c'est bien vous, avec un simple rucher. Moi, si un homme m'épousait en se flattant que je porterais 2 ans de suite ces horribles pleureuses pour l'amour de lui, il se tromperait rudement, c'est tout ce que je puis dire. Laissez le feu, tante Rip. Ma robe. Oui, madame. Renoncer à son bonheur personnel. Vivre pour les autres. Oh, Lydgate est bien plus malheureux que moi. Elle n'est pas mal, cette robe. Mais pourquoi avez-vous encore choisi du gris, au lieu de ces belles couleurs claires, comme portent toutes les autres femmes? Ah, si vous n'étiez si belle, on penserait que vous voulez vous enlaidir. Mrs. Casaubon, vous êtes revenue? Oui, je n'ai pu rester hier autant que je l'aurais voulu. Et pourtant, Rosemonde a été frappée par votre visite. Plus même que je m'y serais attendu. À dire vrai, elle en a éprouvé une sorte d'ébranlement nerveux. Et vous voyez, j'attendais qu'elle fût réveillée pour partir. Vous ne pensez pas que ce pourrait être grave? Non. Mais dans l'état où elle se trouve, votre visite a dû provoquer en elle une émotion trop forte. Elle nous savait abandonnés de tous, n'est-ce pas? Hier soir, elle a pleuré et m'a témoigné plus de tendresse qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Mais tenez, voici la lettre que je m'apprêtais à porter à Lowick en réponse à la vôtre. Je voulais y aller moi-même. Quand on éprouve une reconnaissance violente, il est plus facile d'écrire que de parler. L'oreille ne perçoit pas toujours l'insuffisance des mots. Hier, je n'ai pas su vous dire... Oh, laissons cela. C'est à moi de vous remercier.
Vous avez accepté, je crois. Oui. J'envoie le chèque à Bulstrode immédiatement. Ah, Rosie, vous allez mieux? Oui, un peu mieux. Mrs. Casaubon est revenue pour vous parler. Voulez-vous la recevoir? S'il le faut, je veux bien. Elle n'est pas encore remise. Je peux y revenir une autre fois, si vous voulez, Mrs. Lingate. Non, au contraire. Restez. Mettez un châle, Rosie. Il fait assez froid ce matin quand on se tient loin du feu. Je suis obligé de partir à l'instant. Tertius, dites à Marthe de ne recevoir personne, sous quelque prétexte que ce soit. Je comprends. Soyez tranquille. Madame? Mrs. Lingate, asseyons-nous comme deux amis, voulez-vous? Je m'étais fixé hier une mission que je n'ai pas remplie. J'en ai éprouvé d'air mort et c'est pourquoi je suis revenue si tôt. Mais vous ne me jugerez pas importune si je vous dis que je viens vous entretenir de l'injustice dont Mr. Lydgate est victime. Vous serez certainement heureuse de savoir bien des choses qu'il ne vous a pas dites, justement parce qu'elles sont à son honneur, et d'apprendre qu'il a des amis enthousiastes de son caractère, de son dévouement, de son désintéressement. Puis-je vous parler de tout cela sans me montrer indiscrète? Je sais que vous avez été très bonne, toujours. Et je sais ce que vous venez encore de faire. Oui, je serai heureuse d'entendre tout ce que vous voudrez me dire au sujet de Tertius. Il m'a tout raconté parce que je l'ai prié de le faire absolument. C'est un homme plein de pudeur et de délicatesse. Ce qu'il a fait en tant que médecin n'était qu'une tentative. Selon les critères traditionnels, le pronostic était fatal. Mr. Lydgate ne pensait pas qu'il pût en être autrement, mais il a tout de même essayé quelque chose, avec son courage habituel. Et il ignorait absolument les relations qui existaient entre Bulstrode et Sir Raffles. Quant à la somme qu'il a demandé au banquier de lui prêter, comment n'a-t-on pas trouvé naturel qu'il la demande à votre oncle, à l'homme pour lequel, en somme, il travaille depuis 2 années, sans demander aucun salaire? Justement, c'est cela qui m'a troublée. Connaissant son orgueil. Vous voulez dire, je crois, sa fierté? Si vous préférez. Je me suis dit qu'il ne serait pas allé demander à mon oncle Bulstrode, qui était son obligé, de le tirer d'embarras. Admettons. Mais comment expliqueriez-vous alors que ce que vous appelez son orgueil lui fait reculer devant un emprunt et accepter une complicité criminelle? Ne voyez-vous pas la contradiction énorme qui existe dans ce raisonnement? Vous le voyez, lui, cet être idéaliste et généreux ne faisant appel à Bulstrode qu'au lit d'un moribond qui l'aurait aidé à achever? Cela non, évidemment. Mais on m'a dit que les choses auraient pu se passer autrement. Par exemple, que mon oncle avait pu refuser cet argent auparavant et changer d'avis au moment de la mort de cet homme en achetant le silence de Tertius. Simplement son silence. Mais vu sous cet angle, la chose n'en serait pas moins grave. En gardant le silence sur un crime, on se révèle capable de l'avoir accompli. Au reste, il y a une chose que Mr. Lydgate ne sait pas et que moi, je sais par mon oncle Brooke. Il paraîtrait que les médecins de Middlemarch, qui voulaient composer un jury d'honneur, sont en train d'y renoncer. Je n'ai pas cru devoir en parler à votre mari, n'étant pas tout à fait sûr de la chose. Vous voyez, ils savent bien que de toute manière, le pronostic était fatal. Au contraire, en préconisant une autre thérapeutique, Mr. Lydgate a tenté l'impossible. Et vous savez, je ne suis pas la seule à avoir fait ce raisonnement. Sir James Chetham, mon oncle, Mr. Fairbrother, sont persuadés de son innocence. Tous croient en votre mari et moi plus que personne. Je continuerai à l'aider aussi longtemps qu'il voudra bien de mon aide. Je possède une fortune sans avoir rien accompli pour cela. Et en faire bon usage est ma seule justification. Merci. Vous êtes bonne. Vous êtes très bonne. Vous savez, Lydgate m'a dit qu'il regrettait de ne pas vous avoir parlé. Mais ses affres étaient telles qu'il a reculé à la perspective de vous faire du mal, d'ajouter à vos soucis. Vous lui pardonnerez, j'espère. Tout vient de ce qu'il se préoccupe avant tout, de votre bonheur, et qu'il souffre de voir que ces malheurs vous atteignent aussi. S'il a pu se confier à moi, c'est justement que je suis une étrangère et que je l'y ai fortement convié.
Peut-être aussi qu'il a pu le faire parce que dans un moment dramatique de ma vie, sous l'effet d'un grand choc, je me suis moi aussi confiée à lui. Et quand il est venu me voir, sur ma prière, je l'ai trouvé bien changé. Il m'a dit qu'il s'était senti isolé irrémédiablement dans son épreuve, et il l'aurait certainement mieux supporté s'il avait pu s'ouvrir à vous. Tertius est tellement irascible dès que j'ouvre la bouche. Il ne doit pas s'étonner si j'élude les sujets pénibles. Il se reproche son silence. Tout ce qu'il m'a dit de vous, c'est qu'il ne saurait se sentir heureux si vous ne l'êtes aussi. C'est pour cette raison qu'il a décliné ma proposition de rester à la tête de l'hôpital. Il voudrait donc partir? Je le crois. Il a refusé en disant que cela le contraindrait à rester à Middlemarch et qu'il ne voulait prendre aucun engagement capable de vous déplaire. Bien, il ne m'a encore rien dit à moi. Il ne faut pas que cela vous peine. Si Mr. Lydgate m'a parlé ouvertement à moi, c'est qu'il a su que ma vie conjugale avait été éprouvée. La maladie qui avait frappé mon mari avait entravé son œuvre et l'avait assombrie. J'ai appris alors, et votre mari le sait bien, qu'il est pénible d'avoir sans cesse présente à l'esprit la crainte de blesser un autre être auquel nous sommes liés. Le mariage est une chose qui ne ressemble à aucune autre. Il y a quelque chose de terrible à vivre dans une telle proximité, d'un jour à l'autre, sans souvenir commun, et dans la perspective de ce fait que c'est pour toujours. Le mariage absorbe tout notre pouvoir de donner et de recevoir. Je pense que c'est là le sens d'une telle union. Et si nous venions à préférer quelqu'un d'autre que notre mari, cela tuerait le mariage. Et il est là, le mariage. On ne peut faire fi de celui qui nous a choisis, aimé, qui a eu confiance en nous. On ne peut accepter de ne pas l'aider, d'être un fléau dans sa vie. Je sais qu'un sentiment étranger peut avoir un prix infini, qu'il peut s'emparer de nous à notre insu, qu'il peut paraître dur d'y renoncer, et que nous sommes faibles. Je suis moi-même d'une très grande faiblesse. Oh, Mrs. Casaubon, ce que vous croyez n'existe pas. Quand vous êtes entrée hier, ce n'était pas du tout ce que vous pensez. Quand Will a vu que vous le méprisiez, il a oublié même notre amitié, ma détresse. Il m'a dit des choses affreuses. Il m'a dit que c'était à cause de moi que vous le haissiez désormais, que vous deviez l'accuser de duplicité et de roublardise. Mais ce n'est pas vrai. Il ne s'est jamais soucié de moi autrement que comme d'une amie avec qui il se plaît à chanter et à badiner. Il m'a dit que pour lui, il n'existait qu'une femme et que cette femme, c'est vous. Ce qui est arrivé est entièrement de ma faute. Et maintenant, il me hait. Il dit qu'à cause de moi, il ne pourra jamais plus vous voir ni avoir aucune explication avec vous, que vous le mépriserez. Mais maintenant, je vous ai tout dit. Il ne pourra plus rien me reprocher. Vous n'êtes pas fâché que je sois venue? Non, oh non. Vous avez été si bonne pour moi. J'étais très malheureuse. Tout va si mal. Mais tout ira mieux. On rendra justice à votre mari. Il a besoin de vos encouragements. Il vous préfère à tout. Le pis serait de le perdre, et vous ne l'avez pas perdu. Ainsi donc, Tertius ne me blâme pas? Mais non! Comment pouvez-vous l'imaginer? Comme vous êtes pâles, toutes les deux. Mrs. Casaubon, vous me paraissez avoir tout autant besoin de mes soins que Rosemonde. Et vous êtes venue à pied. Le temps change, nous pourrions avoir de la pluie. Dois-je faire venir une voiture? Non, 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 non. Je suis forte. J'ai besoin de marcher. Mrs. Lydgate et moi, nous avons beaucoup bavardé et il est temps que je parte. On m'a toujours reproché de manquer de mesure et de trop bien faire les choses. Eh bien, au revoir, Mrs. Lydgate. Je pense vous revoir bientôt, si vous le voulez bien. Au revoir, madame. J'ai été heureuse de vous voir. Je vous raccompagne.
Personne que je connaisse n'a jamais douté de vous, Mr. Lydgate. Comme vous le pensiez, Fairbrother a surtout été blessé parce que vous aviez refusé son aide. Mais il n'a jamais vraiment douté de votre honnêteté ni de votre grand cœur. Je vous en donne ma parole. Je vous dois la vie, madame. Du moins ce qui dans la vie vaut qu'on s'y arrête. Que pensez-vous de Mrs. Casaubon maintenant que vous la connaissez? Je pense qu'il n'existe rien de plus beau ni de meilleur au monde qu'elle. Et que si vous continuez à la voir si souvent, vous serez plus mécontent de moi que jamais. Mais vous a-t-elle rendu un peu moins mécontente de moi? Je le pense. Mais c'est vrai. Comme vos yeux sont battus. Voyant Tertius rejeter vos cheveux en arrière. Ma chérie. Ma chérie. Miss Noble, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Quelqu'un est là-bas, auprès du cimetière. Mr. Ladislav. Il désire ce jeune homme. Alors il faut que vous le receviez. Si vous ne le faites pas, je crois qu'il aura beaucoup de chagrin. Il le faut, Mrs. Casaubon. Eh bien, Miss Noble, dites-lui que je l'attends ici. Il faut donc que vous ayez recours à Miss Noble pour venir me voir? Je ne savais pas si vous étiez seul. Et je ne voulais rencontrer personne de votre entourage. Je vous suis reconnaissant d'avoir bien voulu me recevoir. Et qui vous dit que je ne désirais pas, moi aussi, vous revoir? Je sais que l'on m'a justifié auprès de vous. Rosamond Lydgate m'a fait parvenir une lettre pour m'expliquer ce qui s'était passé entre elle et vous. J'en ai été heureux. Du moins, votre mépris ne s'ajoutera pas au reste. Au reste? Ce n'est pas seulement le testament de votre mari qui m'a poussé à fuir Middlemarch. Vous connaissez cette histoire. Tout le monde la connaît maintenant, de mes origines. J'avais toujours eu l'intention de vous en parler, si nous devions jamais nous revoir. Tout ça m'est plutôt pénible. Oui, oui, je sais. Mais je n'ai jamais cru que les circonstances de ma naissance puissent faire naître chez vous un préjugé contre moi. Bien que cela soit sûrement le cas chez les autres. Si c'est là une nouvelle épreuve, pour vous, ce sera pour moi une nouvelle raison de vous défendre. Rien n'aurait pu modifier mes sentiments à votre égard, rien. Sinon de penser que vous auriez pu n'être pas celui que je croyais. Vous me croyez certainement meilleur que je ne suis à tous les égards, sauf un. Ma fidélité envers vous. Lorsque j'ai pu croire que vous en doutiez, tout le reste m'est devenu indifférent et j'ai pensé que pour moi, c'était fini, que plus rien ne valait la peine d'être tenté. Je ne doute plus de vous maintenant. Voyez comme les nuages sont devenus sombres. Et combien les arbres sont secoués. Vous n'auriez pas dû dire que plus rien à vos yeux ne valait la peine d'être tenté. S'il arrive que nous perdions toute espérance, il reste qu'on peut s'attacher à celle des autres. Et cela vaut la peine d'être tenté. Il me semble que c'est lorsque j'étais moi-même très malheureuse que je me suis le mieux rendu compte de cela. Je me demande comment j'aurais pu supporter certaines détresses. Si ce sentiment n'était pas venu me réconforter. Vous n'avez, vous, jamais connu la sorte de détresse que j'ai connue. Celle de croire que vous me méprisiez.
Et nous pouvons au moins nous parler l'un à l'autre en toute franchise, puisque je dois partir et que nous devons être à jamais séparés. Vous ne devrez plus penser à moi que comme à quelqu'un sur le bord de la tombe. Aucun espoir ne me reste. Même si vous m'aimiez autant que je vous aime, même si j'étais tout pour vous, je serais toujours pauvre et sans avenir. Au fond, j'aurais dû partir sans vous revoir, si c'était plus décent. Puis, je n'ai pas eu ce courage. Ne soyez pas triste. Je partage cette amertume de notre séparation. Mais c'est impossible! Notre vie ainsi mutilée, mais pourquoi? Mais ne dites pas cela. Votre vie ne sera pas mutilée. Mais elle le sera, pourtant! Vous êtes cruel de parler ainsi, comme si c'était un réconfort, sans doute. Vous êtes capable de voir au-delà de cette misère, de vous hausser au-dessus de tout cela. Mais moi, je ne le peux pas. Ah oui, c'est cruel de votre part de le prendre ainsi. Vous semblez considérer mon amour pour vous comme une bagatelle. Comment pouvez-vous? Nous ne serons jamais mariés. Jamais. Qui peut le dire? Un jour, peut-être. Quand? Lorsque nous serons morts? Il serait chimérique de penser que je pourrais devenir autre chose que ce que le destin m'a fait. Tout au plus, pourrais-je vivre moi-même décemment à moins de choisir de me vendre ou de vendre ma plume. Je vois les choses clairement à mon égard, allez. La vérité que je ne puis offrir à aucune femme de partager ma vie. Même si elle n'avait pas à renoncer au luxe. Alors, adieu. Will! Je ne peux pas supporter cela. Mon cœur se brisera. La pauvreté m'est indifférente. Je hais ma fortune. Dorothée! C'est fait. La Chambre des Lords vient de rejeter le Reform Bill. C'est dans le Times. Et cela met ces messieurs dans tous leurs états. J'en sais long sur la nomination des nouveaux pères. Mon cousin m'a affirmé que Trumbury a senti des périls dans l'air dès le premier bruit de la réforme et qu'il a passé dans le camp ennemi, poussé par sa femme, qui vendrait son âme pour avoir préséance sur sa sœur cadette mariée à un baronnet. Et cependant, Mrs. Strawberry n'est jamais qu'une Miss Walsingham de Mel Spring. Ah, tout de même. Il est plus agréable d'être milady que madame. Oh, évidemment, Dorothée n'a pas des idées saines là-dessus. Elle se soucie des préséances comme d'une guigne pourvu qu'elle puisse en faire à sa tête. Les préséances ne sont que pauvre satisfaction quand tout le monde sait que vous n'avez pas une seule goutte de sang avouable dans les veines. Ah, ce serait tout de même joli que mon petit Arthur fût vicomte. Ah, regardez cet amour, cela lui irait si bien. On verrait percer la petite dent de sa seigneurie. Oh, ma chère Célia, le titre de James vaut bien plus qu'un comté de fraîche date. Je n'ai jamais souhaité que son père fût autre chose que Sir James. Oh, je pensais seulement à la petite dent d'Arthur. Oh, voici l'autre Arthur, qui est bien près de perdre les siennes. Oh, mes amis. Allons, Brooke, ne prenez pas tellement à cœur le rejet de la réforme. Vous avez toute la racaille du pays avec vous. Ah oui, la loi, c'est fait, rejeté, oui, rejeté. Les lords vont beaucoup trop loin, vous savez. Ils devront céder, un jour ou l'autre. Triste nouvelle, vous savez. Je veux dire chez nous, dans notre propre maison. Mais vous ne devez pas me faire de reproches, Chatham. De quoi s'agit-il? On n'a pas tiré sur un autre garde-chasse, j'espère. D'ailleurs, il faudrait s'y attendre dès lors qu'on laisse courir tous les braconniers. Un garde-chasse, non. Quant aux braconniers, Chatham, quand vous serez magistrat, vous verrez qu'il n'est pas si facile de condamner à la prison. Être impitoyable, c'est très bien, surtout quand un autre s'en charge à votre place. Vous aussi, vous avez le cœur sensible. Et je voudrais bien vous y voir. Quand on a ces misérables devant soi et qu'on doit leur infliger les fers pour le massacre d'un ou deux lièvres. Brooke, nous brûlons de connaître les mauvaises nouvelles. Eh bien, c'est très pénible, vous savez, très pénible.
Je suis heureux que vous et le recteur vous soyez ici. C'est une affaire de famille, mais vous nous aiderez à la supporter. Vous ne vous y attendez pas. Cette âme vous serait terriblement ennuyé, vous savez. Mais vous n'auriez rien pu empêcher, pas plus que moi. Rien empêché. C'est curieux comme les choses vous prennent par surprise. On croit que rien n'arrive quand tout semble si paisible. Et puis voilà, la chose vous tombe dessus et ainsi de suite. Il s'agit de Dorothée. Eh, pardi, c'est le rouage dangereux dans l'horlogerie familiale. Ah, pour l'amour de Dieu, qu'y a-t-il? Je ne pouvais pas empêcher le testament de Casaubon. Eh bien, c'est lui qui a tout aggravé. Mais aggravé quoi? Dorothée va se remarier. Se remarier? Dorothée? Oh non, James, demeurez calme. Regardez le petit Arthur. Pas avec le jeune Ladislao, j'espère. Justement, oui. Avec le jeune Ladislav. Eh bien, Humphrey, une autre fois, vous reconnaîtrez ma perspicacité. Quand je vous parlais d'amener des prétendants, vous m'en avez toujours empêché. Oh, même s'ils avaient tous été là, plus séduisants les uns que les autres, ma sœur a un tel entêtement que cela n'y aurait rien changé. Je suis sûre que notre oncle a raison. Et que le testament a tout aggravé. Brooke, quand avez-vous appris la chose? Hier. Je suis allé à Lowick, appelé par Dorothée. Mais c'est arrivé subitement. Vous savez, 2 jours plus tôt, il n'y pensait ni l'un ni l'autre. Les événements sont souvent si bizarres. Mais Dorothée est tout à fait décidée. Inutile de faire de l'opposition. J'ai parlé fermement. mais oui. Oui, j'ai fait mon devoir. C'est à mon devoir. Mais elle est maîtresse de ses décisions, vous savez. J'aurais mieux fait, il y a 2 ans, après la lecture du testament, de le provoquer, de l'abattre. Alors, soyez raisonnable, Chatham. Voyez l'affaire avec plus de calme. Croyez-vous que ce soit si facile pour un homme qui a le sens de la dignité et du droit? Et quand l'affaire concerne sa propre famille, c'est un scandale. Si Ladislav avait une once d'honneur, il aurait quitté le pays pour ne plus revenir. Au surplus, cela ne m'étonne pas. Dès l'enterrement de Casaubon, j'ai vu ce qu'il y avait à faire, mais personne ne m'a écouté. Ce que vous proposiez était impossible, Chatham. Vous vouliez le forcer à s'expatrier aux Indes ou ailleurs. Je vous l'ai dit à ce moment-là que Ladislav ne se laisserait pas faire. Il a ses idées. C'est un garçon remarquable, vous savez. Je l'ai toujours dit. Oui. Le malheur, justement, c'est que vous vous soyez fait de lui cette belle opinion. S'il s'est installé dans le pays, c'est votre faute. Et c'est votre faute si une femme comme Dorothée se dégrade en l'épousant. Un homme formellement écarté d'elle par le testament de son mari. Mais la simple délicatesse aurait dû lui interdire de le revoir. Mais vous avez vous-même qualifié ce codicille de félonie, d'insulte envers Dorothée. Et vous voudriez qu'elle eût agi en tenant compte d'une félonie, d'une insulte? Un homme qui ose lui enlever son rang, qui l'entraîne dans la pauvreté, qui a la bassesse d'accepter un tel sacrifice. Mais que peut-on attendre d'autre d'un individu qui fait profession d'écrire des articles, des discours politiques? Et dans le mauvais camp. Et avec ça d'origine plus que douteuse. Un grand-père juif, prêteur sur gage. Au sujet de la pauvreté, je lui ai dit, ma chère petite, tu ne sais pas ce que c'est que de vivre de 700 livres par an, sans voiture, sans chambrière et ainsi de suite, et de ne plus voir que des gens qui ne savent pas à qui ils ont affaire. Ah, je le lui ai dit fermement. Mais essayez donc vous-même de lui parler. En fait, je me suis aperçu d'une chose extraordinaire, vous savez. C'est qu'elle éprouve une sorte d'aversion pour la fortune de Casaubon. Elle vous le dira elle-même, vous savez. Plût à Dieu qu'elle eût éprouvé la même aversion pour Casaubon que pour sa fortune. Je ne lui parlerai pas. Je ne veux pas la revoir. Une femme comme elle, qui agit aussi mal. Allons, Chatham, soyez juste. Mrs. Casaubon agit peut-être avec imprudence. Elle renonce à une importante fortune pour l'amour d'un homme. Mais nous autres, les hommes, nous avons une si pauvre idée les uns des autres que nous considérons comme folle une femme qui agit de la sorte. Voyons, vous ne pouvez pas appeler cela une mauvaise action, au sens propre du mot. Si fait. J'estime que Dorothée fait une mauvaise action en épousant Ladislav.
Mon cher ami, il nous arrive trop souvent de considérer une action comme mauvaise simplement parce qu'elle nous déplaît. C'est terrible de la part de Dodo. Elle disait qu'elle ne se remarierait jamais. Et nous pensions que le petit Arthur serait sa seule joie. Et que toute sa fortune lui reviendrait plus tard. Et je le lui ai entendu dire moi-même. Moi, la seule chose qui m'étonne, c'est votre étonnement. Vous n'avez rien fait pour empêcher quoi que ce soit. Si vous aviez attiré ici Lord Triton pour lui faire la cour en lui parlant philanthropie, juste assez pour l'intéresser jusqu'au mariage, il n'aurait pas mis un an à faire sa conquête. C'était la seule solution. Au lieu de cela, vous ne demandiez qu'à croire à son vœu de célibat. On jurerait que Casaubon avait tout préparé le mieux du monde pour ce qui arrive aujourd'hui. D'abord, il a tout fait pour se rendre désagréable. À moins que Dieu ne l'eût vraiment fabriqué ainsi. Puis, il a mis Dorothée au défi de lui désobéir. C'était la bonne méthode pour donner de l'attrait à la désobéissance que de la rendre si coûteuse. Je ne vous comprends pas, Cadwallader. Enfin, c'est un homme que nous ne pouvons admettre dans la famille. Enfin, je parle pour moi. Car d'autres ont trouvé sa société assez agréable pour faire fi des convenances. C'est moi que vous accusez de cet homme? Mais je ne peux pas tourner le doigt à ma nièce. Je dois être pour elle une sorte de père. Mais je lui ai dit, ma chère, je suis contraint de céder. Mais avant cela, j'avais parlé, très fermement. Je lui ai même représenté que je pouvais faire passer l'héritage de mes biens à votre fils Arthur, et non à sa descendance, à elle, quoique cela me coûterait beaucoup d'argent et de soucis. Je lui ai dit que je pouvais le faire et que je le ferais. Certainement. Mais voyez donc, Chatham, quel beau résultat ce mariage disparate aura finalement pour vous. Les deux domaines contigus de Freshit et de Tipton réunis en un seul, le tout agréablement enclos dans une même enceinte, à l'intérieur de laquelle votre petit pacha pourra cravacher à loisir. Vous devriez les remercier. Et quand aurait lieu le mariage de Dodo, mon oncle? Dans 3 semaines. Voyez-vous, Cadwallader, je n'ai rien pu empêcher. Oh, je vous conseille de ne pas faire tant d'histoires. Après tout, si votre nièce a envie d'être pauvre, c'est son affaire. Si elle avait épousé un garçon pour son argent, personne ne le lui eût reproché. Et, somme toute, beaucoup de prêtres bénéficiés sont plus pauvres qu'ils ne le seront. Voyez donc Elinor. Elle a hérité toute sa famille en m'épousant. J'avais à peine 1000 livres par an. J'étais un rustre avec de gros souliers. Personne ne comprenait ce qu'elle pouvait trouver en moi. Et les hommes se demandaient comment une femme pouvait s'éprendre de moi. Sur mon honneur, je prendrai le parti de Ladislav jusqu'au moment où on me présentera contre lui des griefs sérieux. Vous voilà bien, Humphrey. Pour vous, tout est égal à tout. Mais vous étiez un Cadwallader. Est-ce que j'aurais accepté un monstre comme vous s'il avait porté un autre nom? Et de plus, il était clergyman. On ne peut pas dire qu'Elinor soit descendue de son rang. Mais il est difficile de dire qui est ce Ladislav. N'est-ce pas, James? Il faut reconnaître que son sang est un drôle de mélange. D'abord le jus de mollusque des Casaubon, ensuite celui d'un rebelle polonais violonneux et maître à danser, et puis un vieux juif par-dessus le marché. Sornette, Elinor. Il est temps que nous partions. Après tout, le garçon est beau. Il ressemble à certains de ses vieux portraits. Bon, je pars avec vous. Vous dînez tous chez moi demain, vous savez, n'est-ce pas, Célia? James, vous voulez bien? Oui, si cela vous fait plaisir. Mais à condition que nous soyons entre nous. Oui, oui, Dorothée ne viendra pas, vous savez, tant que vous ne serez pas allé la voir. Puis-je prendre la voiture pour aller à Lowick, James? Est-ce très important? Souvenez-vous que je ne veux pas la revoir. Même si elle renonçait à son mariage? Paroles en l'air. Quoi qu'il en soit, je vais dire qu'on appelle. Oh, Célia, quelle joie de te voir. Comme tu as couru vite. Oh, j'étais trop pressée pour amener Arthur. Oh, sais-tu, Dodo, que c'est très mal ce que tu projettes de faire. Tu nous as tous bien déçus. Oh, je ne puis imaginer une chose pareille. Et vous, comment vivre de la sorte, si pauvre? Et tes projets, tes grands projets, tu n'y as même pas pensé. James aurait à assumer tous tes ennuis à ta place, et tu aurais continué à faire ce qui te plaisait. D'abord, je ne demanderai jamais à personne d'assumer les ennuis à ma place.
Ensuite, détrompe-toi, je n'ai jamais rien pu faire de ce qui me plaisait vraiment. Ah, mais c'est parce que tu as toujours souhaité des choses irréalisables. Des choses qui ne sont pas l'affaire des femmes. Tu aurais pu faire d'autres projets plus calmes. Comment peux-tu épouser Mr. Ladislav en sachant que nous pensons tous que c'est impossible? Tu te remets dans une nasse. James est terriblement choqué. Tu as voulu Mr. Casaubon parce que c'était une si grande âme, qu'il était si vieux, si sombre et si savant. Et maintenant, tu penses à épouser Mr. Ladislav qui n'a ni domaine, ni fortune, ni rien. Et voyons, tu es pleine de contradictions. Quand James dit quelque chose, tu ne veux rien entendre. Tu es d'une indépendance irritante, tiens. Pourtant, avec Mr. Casaubon, tu étais presque une esclave. On ne pouvait jamais vous avoir seulement à dîner. Nos conceptions du mariage sont différentes, je te l'ai déjà dit. Mais tu as bien vu que tu avais tort. Non, je ne dirais pas cela. Je me suis simplement trompée sur la personne. Mais tu te trompes encore sur la personne. Ah non. Et vous allez partir parmi des gens bizarres. Je ne te verrai plus et tu oublieras le petit Arthur, alors que moi je pensais que toujours... Mais ma chère Célia, si tu ne me vois plus, ce ne sera pas ma faute. Mais comment venir chez toi et toi chez nous si James l'interdit? Il pense que tu as tort, que tu te dégrades en contractant ce mariage. Tu as passé ta vie à te tromper. Seulement, je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Et personne ne sait où vous irez vivre. À Londres? Mais comment pourras-tu vivre toute l'année dans une rue? Écoute, tant d'autres gens vivent ainsi. Le mieux serait de renoncer à ce mariage. Tout s'arrangerait. Tu t'abstiendrais de faire ce que tout le monde juge indigne de toi. James dit toujours que tu devrais être une reine, mais tout ceci n'est aucunement le fait d'une reine. Voyons, Dodo, tu sais quelle erreur tu es capable de commettre. Et en voici une autre. Personne ne pense que Mr. Ladislav soit le mari qui te convienne. Sans compter que tu as dit et répété que tu ne te remarierais pas. Ma résolution est prise, j'épouserai Will Ladislav. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Est-il très amoureux, Dodo? Enfin, Célia. Oui. J'aime te l'entendre dire. Du moins, il est jeune et beau. Seulement, je t'aurais souhaité un mari dans le genre de James. Pas loin d'ici, où je puisse aller en voiture. Que pensez-vous de l'envoi des convicts chez les bourgs, mon cher? Sir Harry Smith les a demandés. Il faut bien peupler d'anglais cet immense pays et montrer à ces Hollandais ce que c'est que John Bull. Et cette grève des filatures? M'est avis qu'à l'avenir, il faut le raconter avec les syndicats. Ladislav l'a laissé entendre l'autre jour dans le Worker. Mais que faites-vous de l'État? C'est vrai, il pourrait devenir avec le temps un État dans l'État. Vous préféreriez sans doute que l'industrie joue son rôle. Propos excessifs, Ladislav. Vous ferez peur si vous continuez sur ce ton et votre siège à la Chambre pourrait en être compromis. Qu'à cela ne tienne, on peut aussi faire du bon travail en dehors du gouvernement. Il faudrait en ce cas que la presse d'opposition soit plus forte qu'elle ne l'est. Lydgate. Oh, Lydgate. Excusez-moi. D'aucuns disent que c'est sous l'influence de sa femme qu'il ne peut jamais s'arrêter à un parti raisonnable. Oh, une si belle femme, ce n'est politique. Oh, c'est bon. Ah, que je suis heureux de vous revoir. 15 ans. 15 ans déjà. Si je m'attendais à vous trouver ici. Rosemonde est avec vous? Oui. Là-bas, avec Mrs. Ladislav. Vous savez, Will, je suis votre carrière de loin. Ma carrière, c'est beaucoup dire. Ça a été dur, vous savez. Et parfois, j'ai eu des remords d'avoir entraîné Dorothée dans cette existence précaire. Mais jamais elle ne m'a fait aucune plainte. Oui. C'est un lys. Pas un basilic. Rosemonde ne paraît pas avoir changé. Toujours aussi jolie et aussi jeune, hein? Mrs. Ladislav ne paraît pas non plus avoir changé. Aussi belle que jamais. S'intéresse-t-elle toujours autant aux autres? Ou bien
C'est-elle lassée? C'est une idéaliste. Cela ne lui passera jamais. C'est en elle. Pourtant, elle me mène parfois plus loin que je ne voudrais aller. Vous mène? Oh, ce n'est pas aussi tranché, bien sûr. Je veux dire par là qu'elle a des vues de plus en plus hardies sur ce que devrait être la société. Et je ne puis m'empêcher de les trouver justes. La plupart des idées que je défends ou les critiques que je fais portent plus ou moins sa marque. Vous aviez raison de dire que c'est un lys. Mais un lys qui pousse des racines dans l'ombre. Peut-être que des femmes comme elle auront leur mot à dire dans la société future? Cela n'arrivera pas avant longtemps. Je crois plutôt que ce sera notre fils qui les fera mûrir. Et vous, Tertius? Parlez-moi de vous. Oh, il n'y a rien à en dire. Je soigne la goutte des viveurs et les femmes hystériques sur le retour. Une clientèle dans la meilleure société. Une maison avec des salons aux échampis dorés, des meubles français. Et regardez, Rosemonde, n'est-elle pas rayonnante? Allons rejoindre nos femmes. Bonjour, Will. Quelle surprise. J'étais en train de dire à Mrs. Ladislav que je ne l'avais jamais oubliée. Notre fille aînée porte le prénom de Dorothée. Non, je n'ai jamais oublié ce qu'elle a fait pour nous. Oh, mais ce n'était qu'une grande injustice à réparer. C'est vrai aussi. Et la preuve, c'est que Tertius a maintenant une très belle situation. Ah, je suis très heureuse de l'apprendre. Je n'ai pas suivi, malheureusement, les progrès de la médecine. J'en suis incapable, vous le savez, Mr. Lydgate. Avez-vous fait des travaux comme vous le désiriez? Il a composé un traité sur la goutte. Très apprécié, paraît-il. Ah bien. Bien. Vous souvenez-vous, Mrs. Ladislav, de ces recueils de notes que j'avais prises à l'hôpital de Middlemarch? Oui. Eh bien, ils sont toujours enfermés dans le tiroir d'un secrétaire. Je ne les ai plus regardés depuis notre départ. Oh, d'une façon ou de l'autre, le grain enfermé verra le jour et il germera. J'ai été heureuse de revoir Mrs. Ladislav et son mari. Mais je n'ai pas beaucoup aimé cette soirée. Cela ne m'amuse pas. Quoi donc, Rosie? Ce monde de la politique et du journalisme me fait horreur. On n'y rencontre jamais de gens comme il faut. Tout le monde parle fort et rit sans aucune retenue, et on y brocarde la meilleure société. Ce n'est pas comme chez Lord Darnwood. Ah, vous voyez comme j'avais raison, Tertius. Si nous étions restés dans cet affreux Middlemarch, vous ne seriez pas aussi connu que vous l'êtes. Et nos enfants ne seraient pas élevés dans les meilleures institutions, avec les filles et les fils des meilleures familles. Oh, de grâce, Tertius, ne nous infligez pas ce supplice. Vous ne saurez jamais jouer convenablement. Sans vous offenser. Écoutez-moi plutôt. Savez-vous ce que nous devrions faire? Nous devrions acheter ce nouveau Tilbury. J'ai vu la jeune duchesse de Casbury dans celui que vient de l'offrir son beau-père. C'est une voiture merveilleuse. Et avec les 2 chevaux que nous venons d'acheter, ce serait parfait. Songez-y. Dorothée va avoir 15 ans. Il faut commencer de la montrer. Et elle serait si adorable dans un attelage pareil. Et vous aussi, vous seriez adorable. Allons, je vois bien que vous êtes maussade, Tertius. Vous n'aurez jamais un caractère irréprochable. Même la réussite ne vous a pas fait passer ces accès de mauvaise humeur. La réussite. Grand Dieu. Mais enfin, que vouloir de plus? Nous habitons une des plus belles maisons de Londres. Nous avons des enfants merveilleusement beaux et intelligents, bien élevés, un sens des convenances tout à fait remarquable. Le capitaine Lydgate me le disait encore à sa dernière visite. Voyez Herbert, qui ressemble tant à Fred. Ce n'est pas lui qui épousera jamais un laidron ou se fera paysan après avoir fréquenté l'université. Et quelle clientèle vous avez? Presque uniquement l'aristocratie. Oh, bien sûr, c'est très bien ce que vous faites de soigner de temps en temps gratuitement de pauvres gens. Je ne vous le reproche pas, au contraire. Je sais tout cela, Rosie.
Ah, vous aurez été mon basilic. Viendrez-vous m'aider à défaire mes nattes, grand fou? Je suis à vous dans un instant, ma chérie. Allez. Note clinique poursuivie par le docteur Lydgate au nouvel hôpital de Middlemarch sur les cas de fièvre. Tertius, qu'est-ce donc un basilic? C'est une fleur, chérie. Une fleur qui croît merveilleusement, dit-on, sur le cerveau d'un homme assassiné